Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui une petite revue des quelques livres que j'ai lus récemment et particulièrement dans cette vidéo, on va parler de livres qui sont des grands classiques de la littérature mondiale. Et je vais commencer par un auteur absolument incontournable de la littérature japonaise, c'est Yukio Mishima avec Le Pavillon d'Or. Donc Yukio Mishima, de son vrai nom, il s'appelle Kimitake Hiraoka, il est né en 1925 et est mort en 1970. C'était un disciple de Yasunari Kawabata qui a été le premier prix Nobel de littérature au Japon. Et il a écrit de nombreux romans, nouvelles, essais, pièces de théâtre, etc. Il était très influencé dans son œuvre par la littérature européenne. Il citait parmi ses influences des auteurs aussi éclectiques que Madame de Lafayette, Raymond Radiguet, Jean Racine, Georges Bataille, le Marquis de Sade, pour ne citer que des auteurs français. Mais il se réclamait aussi beaucoup des traditions japonaises, qu'elles soient littéraires ou esthétiques. Dans son œuvre, on retrouve une fascination pour la beauté, la souffrance, les traditions japonaises comme les samouraïs. Il explore aussi un sujet assez tabou en fait au Japon, c'est l'homosexualité masculine, particulièrement dans son roman Confession d'un masque, qui est un roman autobiographique. Et quand on parle de Mishima, forcément il faut parler de sa mort, puisqu'il s'est donné la mort de manière rituelle par seppuku ou harakiri en 1970, donc mise à mort qu'il a mis en scène de manière spectaculaire. Donc dans le livre Le Pavillon d'Or, en fait, il parle d'un chef-d'œuvre architectural, Le Pavillon d'Or, que vous voyez ici sur la couverture. Je vous remettrai également, je pense, des photos dans la vidéo. Donc en japonais, en fait, ce bâtiment, on l'appelle Kinkakuji ou Rokuonji, ce qui signifie temple impérial du jardin aux cerfs. Et c'est un temple bouddhiste situé à Kyoto qui a été construit en 1397. Il est devenu au 19e siècle l'un des premiers monuments nationaux, mais il ne fait plus partie de ces monuments nationaux depuis 1955, puisqu'il a été rebâti à cette date. Il a été rebâti tout simplement parce qu'en fait, il a été victime d'un incendie. Il avait vécu le Pavillon d'Or énormément d'incendies dans toute son histoire, mais en 1950, un incendie volontaire criminel perpétré par l'un des moines du temple l'a complètement ravagé. Et il faut se dire qu'en fait, à cette époque, on est en 1950, les Japonais sortaient complètement exsangues de la Seconde Guerre mondiale 5 ans auparavant. Donc la destruction de ce monument de l'architecture et de la culture japonaise a été vécue comme un drame national. Il a été reconstruit, donc je disais, en 1955 et en 1987, il a été recouvert de nombreuses couches de feuilles d'or pour retrouver son éclat d'origine, puisque en fait à l'époque où il a été incendié, et comme c'est indiqué dans le livre, il n'était plus du tout doré puisque l'or s'était déjà écaillé du bâtiment. Donc le but de Mishima dans ce roman, c'est d'imaginer comment un moine qui vit et travaille dans cette merveille de l'architecture a pu souhaiter sa destruction. Et donc il imagine ce moine sous la personne de Mizoguchi, qui est également le narrateur. Mizoguchi, depuis son enfance, il souffre d'un très fort bégaiement, et ça en fait le met à distance du reste du monde, puisque il n'arrive pas à communiquer en fait avec l'extérieur. Il en conçoit donc pour les autres une aversion. Il définit sa relation aux autres de cette façon: l'impossibilité de me faire comprendre était ma véritable raison d'être. Depuis qu'il est enfant, Mizoguchi en fait a une fascination pour le Pavillon d'Or, fascination qui lui vient de son père. Il est en fait tiraillé entre l'idéalisation qu'il a de cette incarnation de la beauté absolue, et en même temps, lorsqu'il devient moine dans ce bâtiment, il découvre en fait sa réalité et que ça n'est peut-être pas un absolu de perfection. Et en même temps, il est frustré par la place trop importante que prend dans sa vie cet idéal absolument inaccessible. Donc l'histoire raconte en fait son parcours, sa vision de la beauté, sa vision de l'impermanence de la beauté, de la mort, du bien et du mal, de la destruction, les relations interpersonnelles, etc. Je vous lis par exemple un extrait qui montre à quel point le Pavillon d'Or est l'essence de la beauté selon Mizoguchi. « Je peux sans exagération affirmer que le premier problème auquel dans ma vie je me sois heurtée est celui de la beauté. Mon père n'était qu'un simple prêtre de campagne,
au vocabulaire pauvre. Il m'avait seulement dit que nulle chose au monde n'égalait en beauté le pavillon d'or. La pensée que la beauté pût déjà exister quelque part à mon insu me causait invinciblement un sentiment de malaise et d'irritation. Car si effectivement elle existait en ce monde, c'était moi qui, par son existence même, m'en trouvais exclu. Jamais cependant le pavillon d'or ne resta pour moi à l'état de simple concept. L'écran des montagnes m'empêchait de le voir. Mais pour peu que j'eusse vraiment la fantaisie de l'aller voir, cela était parfaitement réalisable. Il existait, il était là. La beauté était donc quelque chose qui pouvait être touché du doigt, clairement reflété par l'œil. Qu'au sein même de cet univers aux multiples métamorphoses, l'inaltérable pavillon d'or dût continuer d'exister tout tranquillement, de cela j'étais sûre, absolument sûre. Il y avait des fois où je me le représentais comme un menu travail d'artisan, finement ouvragé, que je pouvais tenir entre mes mains. D'autres fois, c'était une gigantesque, une terrifiante cathédrale qui se perdait dans les hauteurs du ciel. La pensée que le beau, ni grand ni petit, était affaire de juste rapport, ne pouvait effleurer l'adolescent que j'étais. Aussi quand je voyais, trempées de rosée matinale, briller vaguement les petites fleurs de l'été, je les trouvais belles comme le pavillon d'or. De même voyais-je une nuée chargée d'orage bloquer insolemment le revers des collines, toute noire avec seulement un liseré d'or éblouissant. Pareille magnificence me faisait évoquer le pavillon d'or. Oui, c'en était au point que, rencontrant un beau visage, je le qualifiais en moi-même de « beau comme le pavillon d'or ». Donc mon avis sur ce livre, c'est un livre en fait qui a suscité chez moi aussi bien de la fascination que du malaise. Je pense que c'était voulu par l'auteur, en tout cas je le vois pas autrement. C'est extrêmement cérébral comme livre, pour autant on ne s'ennuie pas. Mais ce côté cérébral, en fait, je me demande si c'est pas caractéristique de la littérature japonaise, ou en tout cas d'une certaine forme de littérature. C'est un sentiment que j'avais eu également en lisant le seul livre que j'ai lu de Kawabata, c'était Les Belles Endormies. Après j'ai préféré quand même Les Belles Endormies au Pavillon d'Or. Donc je saurais pas vraiment dire en fait si je l'ai aimé ou pas celui-ci. Probablement un peu des deux. Je pense que je relirai Mishima, j'ai envie de lire Confession d'un masque, mais voilà, ça m'a pas emballé outre mesure. En tout cas, je tiens à signaler que je l'ai lu dans le cadre du club de lecture de Nabolita, et je suis donc très heureuse de l'avoir lu grâce à elle. Le second livre dont je vais parler, en fait, je l'ai lu à la fin de l'année 2022, mais on va le mettre dans les lectures 2023. Il s'agit des contes d'Andersen, donc c'est un recueil qui ne contient pas tous les contes. En plus de cette analyse, je vous propose aussi une vidéo où je vous lis certains contes qui figurent dans ce recueil, des histoires qui sont un peu moins connues et qui sont courtes. Je vous lirai Le Rossignol, Le Dernier Rêve du Chêne et Sous le Saule. C'est vraiment 3 contes que j'ai adorés et Sous le Saule, ça a très clairement été ma meilleure lecture de tout ce recueil. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo pour découvrir ou redécouvrir ces contes. Je vous mets le lien dans la description. Les contes d'Andersen, ça fait vraiment partie intégrante de la culture occidentale et mondiale. C'est en fait la mythologie qu'on raconte aux enfants dans leur enfance et ça a été adapté en énormément de films, de BD, d'œuvres d'art, etc. Parmi les plus célèbres contes qu'on trouve dans ce recueil, il y a La princesse au petit pois, La petite sirène, Les habits neufs de l'empereur, L'intrépide soldat de plomb, Le vilain petit canard, La bergère et le ramoneur, La petite fille aux allumettes. En matière de conteurs particulièrement connus en Occident, il faut pas confondre en fait 3 conteurs, Andersen, les frères Grimm et Charles Perrault. En fait, Andersen, lui, il a une vocation littéraire, ce sont des contes qu'il crée, éventuellement avec une matière, mais en tout cas, il y a vraiment une vocation de création littéraire. Les frères Grimm, c'était des philologues. Donc en fait, c'est un projet philologique de recueillir des histoires populaires et de son côté, Charles Perrault récupère également des histoires populaires qui étaient racontées par les nourrices venant des campagnes, mais lui, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il les étoffe beaucoup et il y rajoute une morale
puisqu'il avait une visée pédagogique. En effet, à l'époque de Charles Perrault, qui je le rappelle est antérieur à Andersen et les frères Grimm, à l'époque de Charles Perrault, les contes merveilleux, les contes de fées étaient très célèbres dans les salons mondains, mais finalement ils n'étaient pas vraiment adaptés aux enfants, et donc c'est chose faite avec Charles Perrault. Donc Andersen, c'était vraiment un personnage à la fois très excentrique et cosmopolitain. Il a écrit de nombreux récits de voyage, des pièces de théâtre, des romans, de la poésie, etc. C'était un personnage qui a un rapport un peu ambivalent avec son pays, le Danemark, puisque aussi bien il a été très reconnu de son vivant au Danemark, il était le conteur un peu officiel des enfants du roi, et en même temps on lui reprochait son égocentrisme, le fait qu'il voyage beaucoup en Europe, etc. Bref, c'était un personnage un peu excentrique, peut-être un peu trop pour son époque. En tout cas, il a côtoyé au cours de ses nombreux voyages de grands auteurs de son vivant. On pense à Dickens, Dumas, Honoré de Balzac, Heinrich Heine, etc. Donc les contes d'Andersen, en fait, c'est quelque chose qu'on croit connaître. C'était pour moi une très belle expérience, en fait, de les redécouvrir, puisque, en fait, je pense que j'en connaissais à peine un tiers de ce recueil, et encore, ils n'y sont pas tous. Donc c'était vraiment très agréable d'en découvrir certains, et parfois de redécouvrir ceux que je connaissais beaucoup. Je vous renvoie à la vidéo où je lis plusieurs contes qui figurent dans ce recueil. Dans l'œuvre d'Andersen, en fait, il y a vraiment une grande poésie des descriptions, des univers imaginés et de la nature que côtoient les personnages. Ça m'a particulièrement frappée en lisant le conte de la petite sirène. C'est un conte que je connais particulièrement bien. Je savais d'ailleurs que la fin n'est pas du tout la même que dans Disney, elle est beaucoup plus triste malheureusement, mais c'était un plaisir à découvrir. C'est vraiment un conte plein de poésie, et il est assez fascinant de voir la description que fait Andersen des fonds marins. Donc c'est des contes en fait qui sont assez intemporels, même si on arrive à les situer dans un environnement assez repérable, c'est-à-dire le Danemark, disons, de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. En fait, ils sont situés, ces contes, entre une espèce de modernité un peu paisible et un Moyen-Âge. Pour autant, ça n'est pas totalement enchanteur, puisqu'il y a beaucoup de violence dans ces histoires, que ça soit de la violence entre les personnages, il y a des meurtres, etc., mais aussi de la violence symbolique. Je pense par exemple à la très grande pauvreté qui est le sujet dans La petite fille aux allumettes. Donc c'est une violence en fait pathétique dans ce cas-là. Il y a également, ça je le soupçonnais pas du tout, un humour assez important qui parfois prend tout le sujet en fait d'un conte. C'est le cas par exemple dans Les Chiffons, qui parle de manière métaphorique de la rivalité entre les Norvégiens et les Danois. Et il y a également certaines morales qui sont humoristiques. Par exemple dans un conte, « La vie est une tragédie ou une comédie, dit le général. Dans la tragédie on meurt, dans la comédie on se marie. » Souvent dans ces histoires, on retrouve des histoires d'amour entre enfants, ce qui est assez logique puisque les contes étaient d'abord faits pour des enfants, notamment les enfants du roi. Et en fait, ça permet de montrer aussi bien l'innocence de l'amour que la pureté des intentions des amours de jeunesse. Pour autant, on peut se demander à la lecture de ces contes si ces amours de jeunesse ne sont pas justement trop purs pour résister aux réalités de la vie. On remarque souvent que les amoureux sont séparés par la mort. Donc en tout cas, c'était une superbe lecture que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à lire. Je vous la recommande très chaudement. Ici, c'est un recueil de contes. J'ai l'intégrale aussi de tous les contes d'Andersen dans ma bibliothèque, mais cette fois-ci en anglais. Je vous recommande chaudement de les découvrir ou de les redécouvrir. Donc c'était les contes de Hans Christian Andersen. Le livre suivant, une fois n'est pas coutume, n'est pas un livre ni du 19e, ni du 20e, ni du 21e siècle, parce que c'est quand même ça la majorité des livres qu'on voit passer sur Booktube, Bookstagram, etc. Là, c'est un livre du 17e siècle, un très grand classique de la littérature mondiale. C'est Les Caractères de Jean de la Bruyère. Bon, il y a certains écrivains, en fait, c'est les auteurs d'un seul livre, un livre qu'ils passent toute leur vie à rédiger, à corriger, et finalement ils y dédient toute leur énergie. Donc La Bruyère, il est né en fait dans une famille de roturiers, il a fait des études de droit et toute sa vie il a vécu assez chichement, mais grâce à Bossuet, il devient le précepteur du petit-fils du Grand Condé et de Mademoiselle de Nantes, la fille légitimée de Louis XIV et de Madame de Montespan. C'est un travail assez ingrat en fait, celui de précepteur auprès de ces personnes, particulièrement de Monsieur le Duc,
parce que en fait c'est un élève assez mauvais et pas très attentif. En tout cas, quand cette éducation est terminée, il devient gentilhomme ordinaire en charge de la bibliothèque dans la maison Condé. Et l'avantage pour lui, c'est qu'en fait, il évolue auprès des grands de ce monde, même s'il doit souffrir en fait en silence de sa condition en fait de quasi-domestique. Et en même temps, il doit vivre avec le comte qui est particulièrement connu pour insulter, humilier, moquer tous ses amis et domestiques. Donc c'était une vie pas forcément très rigolote, celle de Jean de la Bruyère, mais ça lui a fourni en fait une matière en or pour faire son œuvre. Dans sa biographie, il faut noter également son discours d'entrée à l'Académie française, qui est assez connu puisqu'en fait, il a décidé dans ce discours de mettre Racine au-dessus de Corneille, ce qui ne se faisait pas à l'époque et qui a participé en fait à la querelle des anciens et des modernes, une querelle très connue et d'ailleurs à laquelle j'aimerais bien un jour consacrer une vidéo parce que je trouve qu'elle est assez passionnante et elle en dit beaucoup sur l'histoire de la littérature et de l'art en général. Donc dans cette querelle, La Bruyère se situe très clairement parmi les anciens puisqu'il en fait, il rend hommage dans les caractères à la forme antique qui est celle des caractères comme l'avait fait le philosophe grec Théophraste. Et il commence également son livre par la phrase très célèbre « Tout est dit et l'on vient trop tard ». Et en fait, je trouve que c'est hyper culotté de commencer un livre en disant « Non mais en fait, ça sert à rien d'écrire des livres parce que tout a déjà été écrit ». En fait, je trouve, désolé du terme, mais je trouve que c'est le côté un peu punk de Jean de la Bruyère que moi j'adore. Donc il se situe vraiment pas du tout parmi les modernes, c'est très clairement un ancien. Il fait partie en fait de la tradition des moralistes, une tradition qui est très riche et très protéiforme, mais disons qu'ils ont comme dénominateur commun le fait d'adopter une forme discontinue pour parler des comportements humains. Mais en tout cas, quand on parle de moralistes, on parle en fait de ces écrivains de la deuxième moitié du XVIIe siècle, dont fait partie Jean de la Bruyère, et qui souvent vivait à la cour de Louis XIV et observait beaucoup cette cour. En fait, à cette époque, il faut se dire que après la Fronde, le règne de Louis XIV a signé, selon Paul Bénichou, la fin de la figure du héros, et donc les moralistes, en fait, écrivent en réaction à une société qui valorise beaucoup plus le matérialisme, l'érosion des sentiments moraux et religieux, et qui valorise en fait une société de courtisans où le faux-semblant est roi. Donc au-delà d'un simple regret d'une époque qui aurait été moins hypocrite, en fait le but des moralistes c'est vraiment de se placer au-dessus de tout ça, d'avoir un point de vue surplombant pour observer les grandes forces qui nous animent en ce monde. Et on le voit en fait cet aspect dans les grands chapitres des caractères de la Bruyère, puisqu'il y a un chapitre dédié aux femmes, un autre qui s'appelle du cœur, de l'homme, de la société, de la conversation, des biens de fortune, des grands, etc. Donc énormément de pans qui régissent notre société. Donc dans les caractères, comme l'indique son titre, il peint des caractères, des portraits de personnes avec un point de vue surplombant, mais en fait que moi je ne trouve jamais méprisant. La Bruyère en fait il se revendique de deux figures du philosophe. Il y a le philosophe qui rit, qui est Démocrite, et le philosophe misanthrope qui pleure sur la condition humaine, c'est Héraclite. Et Héraclite prenait l'universelle mobilité des choses, à savoir Pantarei. Donc La Bruyère, en fait, vraiment, il se revendique de ces deux influences. En fait, ce qui m'a fait un peu étrange en lisant les caractères, c'est que finalement, La Bruyère, il observe, mais il ne dénonce pas vraiment, puisque au lieu de critiquer une institution, il va prendre encore plus de recul et voir ça plutôt par rapport au comportement humain. Mais le risque, en fait, c'est je trouve, d'être dans une forme d'immobilisme avec cette vision fixiste, puisque, par exemple, c'est manifeste dans le chapitre des grands. Il parle vraiment des grands de ce monde, des ducs, des princes, etc. Et il montre à quel point ce sont des personnages qui sont fats, qui ne sont pas si intelligents que ça, qui sont arrogants, etc. Mais en fait, à la lecture de tout ça, on se dit que le problème aussi vient de la monarchie absolue. Mais La Bruyère, bon évidemment, le but c'était pas de se mettre mal avec Louis XIV et d'être exilé, mais finalement... il est assez... je trouve qu'il n'est pas si critique que ça, et donc c'est pour ça que je parlerai d'une forme d'immobilisme. Et par ailleurs, un autre aspect pas très agréable dans les caractères, mais qui est quand même extrêmement drôle, c'est que c'est ultra misogyne, donc mesdames, en fait, on en prend vraiment pour notre grade,
particulièrement, mais pas que, dans le chapitre des femmes, parce que pour lui, les femmes sont moins intelligentes, elles sont plus inconséquentes, etc. Donc c'était une misogynie qui était tout à fait normale à l'époque, même si La Bruyère est quand même particulièrement virulente dans les caractères, mais il faut se dire que personne ne s'en tire à bon compte dans les caractères, et les femmes encore moins que les autres. Donc parfois ce sont des portraits, parfois ce sont des considérations générales sur des traits de caractère ou des comportements. Dans les portraits, en fait, il arrive que ce soit des portraits à clé, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître des personnages qu'a connus La Bruyère. Pour autant, La Bruyère n'a pas envie en fait qu'on ne le lise que comme un ensemble de portraits à clé, il a plus d'ambition que ça. Donc il faut lui rendre cet hommage-là, il ne voulait pas juste parler que de ses contemporains, mais parler de manière universelle. Pour vous donner un petit aperçu, je vous lis un petit nombre de caractères que j'ai notés, très courts. Donc le premier qui est situé dans des femmes. La plupart des femmes n'ont guère de principes, elles se conduisent par le cœur et dépendent pour leurs mœurs de ceux qu'elles aiment. Ou sinon dans du cœur, il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. Ça, je l'aime beaucoup, celle-là. Ensuite, toujours dans du cœur, où il est question de gens qui ont du mal à du mal à être gouvernés. Il se trouve des hommes qui n'écoutent ni la raison ni les bons conseils, et qui s'égarent volontairement par la crainte qu'ils ont d'être gouvernés. Donc ça, moi, ça me fait écho à beaucoup de choses dans le monde du travail. Ensuite, dans de la société et de la conversation, rire des gens d'esprit, c'est le privilège des sots. Ils sont dans le monde ce que les fous sont à la cour, je veux dire sans conséquence. La moquerie est souvent indigence d'esprit. À méditer. Ensuite, dans des biens de fortune, quand on est jeune, souvent on est pauvre, où l'on n'a pas encore fait d'acquisition, où les successions ne sont pas échues. L'on devient riche et vieux en même temps, tant il est rare que les hommes puissent réunir tous leurs avantages. Et si cela arrive à quelques-uns, il n'y a pas de quoi leur porter envie. Ils ont assez à perdre par la mort pour mériter d'être pleins. Enfin, dans De l'homme, il y a d'étranges pères, et dont toute la vie me semble occupée qu'à préparer à leurs enfants des raisons de se consoler de leur mort. Bon, globalement, c'est un ouvrage en fait qui se lit pas très vite, c'est pas vraiment un page-turner, La Bruyère. En fait, c'est pas que c'est difficile à lire, au contraire, c'est relativement limpide, mais en fait, on a tout le temps envie de lire 3 fois ce qu'on a lu pour vraiment le méditer, et après le moindre caractère, lever la tête pour y réfléchir. Donc moi ça m'a pris 3 semaines pour le lire, et peut-être que ce qu'il vaut mieux faire que ce que j'ai fait, c'est en lire des petits bouts de temps en temps. Moi j'avoue c'est pas du tout ma façon de faire, je n'aime pas trop faire ça en littérature, mais peut-être que ça permet de rendre cette lecture un petit peu moins longue. Et par ailleurs, avant de terminer sur ce livre, je voudrais quand même préciser quelque chose de très important chez La Bruyère, c'est que c'est un des premiers auteurs à avoir fait attention au style littéraire de son ouvrage, puisque en fait il fait des effets de rupture, il travaille son rythme afin que ces caractères puissent être lus à voix haute, et s'ils sont lus à voix haute, ça permet en fait de leur donner vraiment une dimension de jugement moral, et c'est vraiment, on retrouve l'influence de la rhétorique dans cette façon de faire, donc c'est ce qui donne en fait ce style si beau, si pur, si caractéristique du grand siècle, et qui est souvent glorifié comme étant l'esprit français. Donc moi je sais pas très bien ce que c'est l'esprit français, mais on sait qu'au XVIIe siècle il y avait vraiment cette capacité à envoyer des saillies assez impressionnantes qu'on retrouve très clairement dans les caractères de La Bruyère. Donc je vous recommande très très chaudement cette lecture si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un monument de la philosophie et de la littérature en général que je voulais lire depuis longtemps et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Donc c'est Les caractères de La Bruyère. Enfin, le dernier livre dont je vais parler, c'est un livre que j'ai lu dans une édition pas très banale, puisque c'est Illusions perdues d'Honoré de Balzac. Bon ben, chez mes parents, il se trouve qu'il y a l'intégrale de la condition humaine en version reliée, donc je l'ai lu dans cette édition. Donc Illusions perdues, c'est vraiment un des romans les plus connus de la comédie humaine d'Honoré de Balzac, et souvent c'est considéré en fait comme l'un des meilleurs. Il a connu un regain de célébrité en 2021, puisqu'il y a un film qui a été adapté qui porte le même nom, Illusions perdues, mais qui se concentre plutôt sur la partie vie parisienne du personnage principal, Lucien de Rubempré. Donc l'histoire de Illusions perdues, c'est celle de 2 amis, Lucien Chardon qui se fera appeler Lucien de Rubempré et David Séchard. Tous les deux grandissent à Angoulême et ils écrivent de la poésie. Et Lucien, son rêve en fait c'est de s'élever et de devenir un glorieux poète. Il prend pour muse Madame de Bargeton, une noble locale.
Et de son côté, David, qui est beaucoup plus naïf, beaucoup plus indolent, lui rachète à prix exorbitant l'imprimerie de son père, ce qui le met en fait sur la paille dès le début de son affaire. Lucien part à Paris et en fait au début il vit dans la misère et le désespoir puisqu'il n'arrive pas à faire publier ses œuvres littéraires, mais il tombe vite dans le monde du journalisme où il connaît une ascension fulgurante, ce qui évidemment suscite des jalousies. Et la roche tarpéienne étant proche du Capitole, évidemment, il va connaître une descente aux enfers. De son côté, David épouse la sœur de Lucien, Ève, et je le disais, il commence déjà sur la paille parce que son père l'a escroqué. Et lui, en fait, il gère très mal son imprimerie parce que c'est pas du tout un homme d'affaires, par contre c'est un scientifique et il fait des découvertes sur la fabrication chimique du papier, mais il se fait voler son invention. Donc le titre, en fait, Illusion perdue, il renvoie à énormément de choses. D'abord, avant tout, il renvoie aux illusions qu'a perdu Lucien en allant à Paris, illusion perdue sur la gloire littéraire, la place de la poésie et du roman, bref, de la littérature dans la société, illusion sur la sociabilité pour parvenir à ses fins. C'est aussi les illusions en fait de sa famille qu'il avait toujours placé sur un piédestal et pensait qu'il allait devenir le nouveau, le grand poète du siècle, et finalement, après avoir investi tout leur capital émotionnel et économique dans Lucien, ils sont très déçus par son destin. Et ce sont aussi les illusions de David qui rêvait de devenir un grand inventeur et dont l'histoire n'aura pas retenu le nom malheureusement. Donc c'est un roman en fait qui est inspiré par l'expérience de Balzac dans le monde de l'imprimerie. Il est également extrêmement cruel sur la vie provinciale, une vie qu'il connaît puisqu'il est né à Tours. Mais il dépeint Paris en fait de manière ambivalente. C'est à la fois un lieu de perdition, un monstre vorace, mais en même temps c'est pour lui en fait le seul lieu étourdissant et vivifiant possible. Donc il parle aussi du monde du journalisme. C'est un monde qui à ses yeux est extrêmement corrompu, extrêmement féroce. Il oppose en fait deux mondes. D'abord le monde du journalisme qui permet en fait une gloire, une ascension rapide, facile, mais au risque de perdre son âme, et c'est ce qui arrive à Lucien. En fait il montre que peu importe qu'on ait lu ou pas le livre qu'on va enfoncer ou glorifier au contraire, tout est affaire de technique et de pourparlers entre les libraires, c'est-à-dire les éditeurs, les auteurs et les journalistes. Et de l'autre côté, il montre en fait l'activité beaucoup plus laborieuse et misérable de l'écriture littéraire, qui est incarnée par les membres du Cénacle, des personnages récurrents dans la comédie humaine. Ce sont des personnages qui vivent dans des mansardes, dans la misère, qui sont obligés de travailler à côté, mais pour autant, leur principal objectif est de vraiment travailler la littérature, l'art au sens noble, et ça demande en fait beaucoup de patience, une patience que Lucien n'a pas, d'où son attrait pour les facilités et l'éclat du monde du journalisme. Donc comme souvent, Balzac prend beaucoup de temps pour décrire les procédés aussi bien du journalisme que de l'imprimerie. Il rentre vraiment dans un luxe de détails, de technicité. Moi j'avoue que c'est ce qui m'a agacé en fait dans cette lecture et qui globalement m'agace chez Balzac. En fait, dans ces moments-là, je me dis que quand même, je préfère Zola parce que je trouve que Zola s'étale moins. Il arrive à plus ramasser les choses et à être d'autant plus percutant. Je pense que Balzac, effectivement, délayait beaucoup parce qu'il était obligé d'écrire de manière boulimique et perpétuelle pour échapper à ses créanciers. En tout cas, ce qui a été jouissif dans cette lecture, c'était l'humour mordant, hyper cruel de Balzac. Par exemple, les portraits au vitriol qu'il fait au début du livre sur les nobles d'Angoulême, vraiment, mais sont absolument jouissifs. Je trouve qu'il est méchant Balzac. C'est génial, et en fait ce qui est génial, c'est que il flatte en nous la méchanceté qu'on peut avoir, et donc moi je trouve ça vraiment savoureux. Donc c'était une belle lecture en fait, Illusion perdue, mais à cause des défauts que je vous ai cités, ça n'a pas été un coup de cœur. En tout cas, je le recommande très chaudement. C'est quand même un gros pavé, donc moi je l'avais en 3 volumes, mais c'est quand même une grosse brique. Il y a d'autres Balzac qui sont plus rapides, si vous voulez en lire d'autres. Donc je vous rappelle les livres dont j'ai parlé dans cette vidéo. D'abord, Le Pavillon d'or de Yukio Mishima, Contes de Hans Christian Andersen,
Les caractères de Jean de la Bruyère et enfin Illusion perdue d'Honoré de Balzac. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà lu ces livres ou si vous avez envie de les lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et à liker cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.